C'est pour ce genre de personnalité que le dernier sujet auquel il s'est confronté à Florence, cette fois avec acharnement, est celui des Madones. Et nous ne parlons pas de quelques tableaux, non. Il exploite ce thème avec une témérité si outrancière qu'elle risque fort de vous gâcher le plaisir de regarder cette vidéo qui s'annonce déjà très longue. Je m'en voudrais de vous imposer, en plus de cette durée, la monotonie d'un discours basé sur des œuvres très semblables, voire répétitives. C'est pourquoi vous trouverez en description des repères temps pour chaque tableau, afin de reprendre votre lecture autant de fois que vous le souhaiterez. Et si vous n'aimez vraiment, mais alors vraiment pas les œuvres religieuses, je vais vous donner un petit conseil. Essayez de vous débarrasser de toute la signification et d'y voir une simple mère avec son enfant, puisque c'est ce que Raffaello lui-même recherchait. Il était bien sûr croyant, mais en tant que peintre et surtout à cette étape cruciale de sa carrière, son attention se portait avant tout dans la transcription d'une relation de plus en plus intime entre les personnages. Premièrement, pour faire en sorte d'actualiser ces figures surabondamment exploitées, et deuxièmement, pour leur donner de la vie, des occupations quotidiennes qu'elles partagent avec le spectateur, afin de les concerner le plus possible. Ceci dans le but de vendre évidemment, mais aussi pour capter des attitudes et des émotions humaines beaucoup plus convaincantes. De nouveau, son raisonnement part des motifs léonardiens. Dans l'atelier, Raffaello voit bien sûr le Burlington House Cartoon, commencé pour le roi de France, mais aussi Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant Jésus. Et cette dernière composition lui inspira au moins 2 tableaux. La Vierge à l'enfant avec un agneau qui, même si le sujet est déjà vu inversé, présente des personnages totalement dépendants de Leonardo. Nous sommes dans le début du processus. Et la Sainte Famille à l'agneau, qui s'en libère déjà en intégrant le personnage de Saint Joseph. Ceci prolonge le mouvement ascendant tout en ajoutant au côté pathétique de la scène. L'enfant, plus libre, se place cette fois à califourchon sur l'agneau pour apporter un peu de gaieté. D'autres œuvres de Leonardo entrent en compte dans le cheminement de Raffaello. Le raccourci de la main gauche de la Vierge dans la Madone Terranuova renvoie directement à la première version de la Vierge au rocher, réalisée une vingtaine d'années plus tôt. Leonardo devait avoir conservé ses dessins préparatoires. Mais Raffaello conjugue à cette référence l'une de ses propres œuvres, la Madone Conestabile. C'est particulièrement visible dans la posture de l'enfant qui change sensiblement alors que le visage de la Vierge adopte les yeux baissés, presque clos, et l'attitude suspendue des personnages de Leonardo. Les paysages montagneux et certains des décors du maître sont eux aussi repris, comme c'est le cas de l'intérieur sombre percé par une fenêtre isolée dans le fond, directement emprunté à la Madone Benoît. Comme nous pouvons le noter dans les habits, la gestuelle et plus spécifiquement le motif de la main gauche de la Vierge, la Madone aux œillets de Raffaello caresse dangereusement la copie, que nous qualifierions de nos jours de quasi-plagiat. Mais il ne le fait jamais dans de mauvaises intentions, avec pour but de revendiquer l'invention de l'œuvre, pas plus qu'il n'agit servilement. Raffaello reste toujours dans l'optique d'apprendre à partir des créations des autres, mais sans les reproduire fidèlement. Il conserve par exemple sa palette claire, modifie l'architecture de la baie, la rapproche du groupe, ajoute un rideau, crée une autre source de lumière plus forte au premier plan. Les œuvres de Leonardo sont pour lui un simple support à partir duquel il explore les différentes façons de rendre des personnages plus attendrissants. C'est seulement lorsqu'il estime qu'il a assimilé suffisamment l'essence d'un modèle qu'il s'autorise à le recomposer en veillant à ce que son souvenir, même lointain, soit toujours conservé. Dans cette étude pour la Madone du Grand-Duc, Raffaello a d'abord pensé à un tondo. En optant pour un format plus conventionnel, étroit et haut, il renforce la verticalité de sa Vierge, qui est en outre mise en valeur par une lumière très éclatante. Attention toutefois, le fond sombre et neutre est dû à une intervention bien postérieure. Le visage paisible, allié à l'attitude calme de l'enfant, élève le groupe en idéal de tendresse. Raffaello atteint avec cette œuvre le but recherché. Elle marque ainsi le début des Vierges à l'enfant plus personnelles et beaucoup plus originales de l'artiste. La suivante est la petite Madone Cowper, dans laquelle l'enfant se montre plus agité. Nous le voyons à la jambe gauche qui s'appuie sur la main de sa mère. Comme dans la Madone du Grand-Duc, Raffaello n'a pas complètement renoncé à l'inclinaison de la tête si caractéristique de son ancien maître. Et pour cause, Raffaello ne souhaite pas renier totalement Perugino, comme l'atteste la Madone Northbrook. Son but est de conjuguer tout ce qu'il y a de bon dans chacun de ses prédécesseurs, et de supprimer seulement ce qu'il considère comme un obstacle à la mutation perpétuelle de son art. De Leonardo, il délaisse par exemple le paysage trop montagneux de l'arrière-plan pour dresser le plus souvent une plaine, une étendue d'eau, quelques collines avec de petits villages. Il se détourne aussi, mais pas complètement, du sfumato très accentué de son aîné, beaucoup trop long à mettre en place et incompatible avec la logique économique de Perugino, qui ne suit pas non plus aveuglément, puisqu'il opère plus de changements que lui d'un tableau à l'autre.
mais qui lui apporte néanmoins un gain de temps considérable. De Leonardo également, il cherche à exploiter les compositions pyramidales et donc à introduire un troisième personnage pour accentuer cet effet, comme dans la Sainte Famille à l'agneau. Partant de la petite Madone Cowper, comme l'indique la posture de l'enfant et de la Vierge sur ce dessin, il ajoute un petit Saint Jean-Baptiste qui vient à leur rencontre. La composition pyramidale est bien présente, mais le fait que l'enfant se tienne toujours sur les genoux de sa mère paraît trop solennel et met inutilement de la distance entre les protagonistes. D'autant que Saint Jean-Baptiste n'est pas un étranger, c'est le cousin du Christ. Raffaello les place donc tous deux sur le sol, laissant la Vierge assise plus haut. Sur cette feuille, Raffaello commence à vraiment toucher la composition qu'il retiendra. Mais au lieu d'orienter les regards de l'enfant Jésus et de Marie dans la direction du petit Jean-Baptiste, comme s'il était un intrus, il choisit au contraire de marquer une sorte de progression. Jean-Baptiste regarde Jésus, qui regarde Marie, qui regarde Jésus. Il se joint à la contemplation du Sauveur par la Vierge. Il est aisé de voir que la belle jardinière conserve le souvenir, même lointain, de la Vierge au rocher. Toutefois, Raffaello a su s'accaparer l'épisode dépeint par Leonardo et en a donné une interprétation et une saveur nouvelle, changeant les protagonistes, leur cadre, leur importance dans l'espace et la tonalité générale. Il faut dire aussi que Raffaello n'a pas eu le choix car en octobre 1505, Leonardo abandonne définitivement le chantier de la bataille d'Anghiari pour s'installer une seconde fois à Milan. Il est très probable que le jeune artiste, qui avait auparavant accès au fond graphique du maître, se soit retrouvé sans support pour achever son œuvre, raison pour laquelle elle se détache assez de la Vierge au rocher. Mais plus grave encore que le départ de Leonardo, la situation artistique avait évolué, puisque ce que Raffaello avait compris dès son arrivée en Toscane s'étendit aux autres artistes. La gloire incontestée de Perugino, son mentor, prit brusquement fin lorsque celui-ci dut subir les remontrances de ses anciens admirateurs. Vasari nous rapporte qu'au dévoilement du retable de la Santissima Annunziata, le mécontentement était palpable. Cette œuvre fut assez dénigrée par les jeunes artistes, et particulièrement parce que Pietro avait utilisé ces figures qu'il avait déjà employées dans d'autres réalisations. Ses amis, le provoquant, lui dirent qu'il ne s'était pas fatigué, et que soit par avarice, soit par gain de temps, il avait délaissé la bonne manière de travailler. Pietro leur répondit « J'ai mis dans l'œuvre les figures qu'autrefois vous louiez et qui vous plaisaient infiniment. Si aujourd'hui elles vous déplaisent et que vous ne les appréciez pas, qui puis-je » Qu'importe sa maigre défense, Perugino essuya même une insulte de la part de Michelangelo. Son incapacité à se renouveler fit chuter son auréole pure, qui dans sa course risquait d'entraîner un ange en pleine ascension. Cependant, Raffaello avait été clairvoyant en flairant depuis longtemps cette disgrâce critique. Avec les œuvres de Leonardo et de Michelangelo, les regards avaient changé, s'étaient habitués à la peinture que proposait la nouvelle génération. Raffaello devait plus que jamais s'adapter ou mourir. Et pourtant, la Madone Northbrook continue de présenter des affinités avec l'œuvre de Perugino. Le fait est que si Raffaello avait anticipé la nécessité de s'abreuver d'autres références, il avait aussi compris que se défaire totalement de son ancien maître serait une erreur contre-productive. C'est en somme la grande leçon que Raffaello a retenue. En observant le monde, chaque artiste développe sa propre manière de le représenter. Ce qui fait le charme ou la force de toute œuvre, c'est donc la part de personnalité que son auteur investit en elle. En éprouvant tout d'abord le besoin de se débarrasser totalement de la manière de Perugino, comme l'a souligné Vasari, ou avant cela de se placer totalement sous son égide, Raffaello s'est rendu compte qu'il était capable de s'effacer totalement au profit d'une méthode autre que la sienne. Ce faisant, il a trouvé celle qui lui correspondait, l'accumulation des méthodes des autres. Il avait trouvé sa force. La Madone Northbrook est par conséquent un tableau où s'accorde le style raffiné de Perugino, notamment le visage de Marie, à l'enseignement de Leonardo, perceptible dans la composition pyramidale et le naturel de l'enfant. Perugino attaqué et Leonardo parti, il ne lui restait plus en toute logique qu'à se trouver un autre modèle. D'un naturel social et aimable, il faut imaginer le jeune artiste visiter chaque atelier de Florence et admirer les œuvres encore en cours de réalisation. C'est alors que, dans l'atelier de Baccio d'Agnolo, il recroisa Michelangelo. Ceci occasionna un plus grand rapprochement esthétique. Assez compliqué à appliquer cependant, tant Michelangelo était secret et laissait rarement le public accéder à ses œuvres lorsqu'elles n'étaient pas finies. En cette année 1506 par exemple, celui-ci a initié la longue réalisation du tombeau de Jules II. Si Raffaello ne pouvait avoir accès aux coulisses de ce chantier légendaire, il parvint néanmoins à étudier quelques-unes de ses œuvres à peine achevées. On ne sait comment d'ailleurs, il réussit à voir la Madone de Bruges, avant qu'elle ne soit acheminée en octobre 1506 vers les Flandres.
Toujours est-il qu'il se servit de cette œuvre de Michelangelo pour compléter la Belle Jardinière, basée initialement sur une œuvre de Leonardo. Voyez par exemple comment le petit Jésus se sert de la cuisse de sa mère, ou bien encore la position en tout point identique de ses jambes et de ses pieds. Nous pourrions même pousser la comparaison à son ventre. Ceci confirme la force et l'importance de la Belle Jardinière au sein du corpus de Raffaello, qui dès cet instant usera plus volontiers de l'exemple de Michelangelo, comme il se sert encore de la Madone de Bruges pour définir l'emplacement de l'enfant entre les jambes de la Vierge dite au chardonneret, qu'il décline ensuite pour constituer la Madone à la prairie, aussi appelée la Madone du Belvédère. Ces trois œuvres, dont vous avez su déceler la très grande proximité formelle, constituent le cœur de la réflexion de Raffaello sur ce thème. Par ailleurs, j'ai le plaisir d'annoncer à celles et ceux qui ne goûtent pas beaucoup les tableaux religieux, mais qui ont tout de même fait l'effort de me suivre et je les en remercie, qu'elles constituent la moitié de ceux qu'ils réalisent pendant cette période. Courage! Mais ceci ne résout pas le problème que soulève la discrétion de Michelangelo. Or, il faut savoir que lors de son séjour florentin, l'artiste fut accueilli chez Agnolo Donni, et réalisant le double portrait du nouveau couple formé par ses hôtes, il aperçut probablement le Tondo Donni, exécuté par son aîné dans le même contexte. Puis, logeant au Palazzo Tolomei Biffi, dans la demeure du riche marchand Taddeo Taddei, il vit cette fois le Tondo Taddei, qu'il copia comme nous le prouve ce dessin. Attiré par le dynamisme de l'enfant autant que par la pose de la Vierge ou son profil, il entreprit la confection d'une nouvelle Madone et acheva la bien nommée Sainte Famille au palmier. Avec elle, nous remarquons instantanément que Raffaello a voulu briser la répétition des compositions pyramidales de Leonardo en incluant Saint Joseph à gauche, ce pour s'imprégner d'une nouvelle source d'inspiration. En outre, il a su habilement tirer profit du format rond que les deux Tondi de Michelangelo lui ont suggéré, en mettant simplement le père adoptif de Jésus à genoux, à hauteur de son épouse qui, elle, est assise. Nous savons que ce tondo fait partie des deux tableaux sur le thème de la Vierge à l'enfant que Raffaello a offert à Taddeo Taddei afin de le remercier pour son hospitalité. La seconde est la Madone du Belvédère, puisque Vasari la vit chez les descendants du marchand. Ce geste généreux s'explique de surcroît par le fait que Taddei le recommanda à quelques familles, dont les Nazzi et les Canigiani. C'est d'ailleurs à l'occasion de l'union de Lorenzo Nazzi et de Sandra Canigiani que la Vierge au chardonneret a été peinte. La Madone suivante, accompagnée de Saint Joseph glabre, repose sur le même dessin préparatoire que la Vierge au palmier et a été réalisée peu après. On peut voir dans le coin supérieur gauche le visage bienveillant de Joseph, qui se durcit dans la version finale. L'enfant, toujours aussi agité, le regarde mais se détourne de lui, comme s'il était tout aussi surpris que nous de voir son père adoptif imberbe, une particularité qui va à l'encontre de la tradition iconographique. Cette pointe d'humour ne perturbe pas pour autant la dignité des personnages ou leur attitude solennelle. Au contraire, elle ajoute du mouvement à cette vision qui aurait été autrement trop figée. Nous ressentons dans ce corps juvénile encore le naturel apporté par Leonardo, mais aussi une part de la fougue que Michelangelo a prêtée au bambin dans le Tondo Taddei. Nous constatons aussi avec quel soin il traite les faciès, la délicatesse du visage de Marie et son geste suspendu qui contraste avec la stupeur de son fils. Des similitudes que nous retrouvons dans la petite Madone d'Orléans avec une intensité redoublée. Cette fois, l'enfant tente de s'échapper de l'étreinte et le dessin préparatoire griffé à la plume montre bien comment Raffaello essaie de retranscrire cette action énergique. Avec ses yeux menaçants et ce front énorme, dans lesquels nous voyons que l'artiste lutte de nouveau pour contraindre son style, il faut consentir à ce que le garçonnet devienne un véritable petit diable, selon une citation de Stéphane Bern. Mais il faut également savoir admirer avec quelle justesse Raffaello a su rendre le naturel de ce petit corps potelé, ainsi que son étonnante vitalité qui aurait pu faire obstacle à la dévotion privée. Rassurez-vous, nous allons laisser maintenant un peu de côté les Madones. Il semble qu'à ce moment, Raffaello soit reparti pour Pérouse afin d'honorer la commande qu'il reçut d'Atalanta Baglioni. En effet, la famille Baglioni, après avoir été de nouveau chassée par le clan rival des Oddi, est de retour en 1506 dans la ville où son seigneur restitué Gianpaolo a fait allégeance aux états pontificaux lorsque Jules II s'y est arrêté au mois de septembre. La commande d'Atalanta consistait à ériger dans la chapelle familiale au sein de la Chiesa San Francesco al Prato, juste en face du retable Oddi, qu'il avait réalisé presque 4 ans plus tôt, un nouveau retable, cette fois sur le thème de la mise au tombeau. Raffaello, alors en plein rapprochement de l'esthétique de Michelangelo, s'est d'abord appuyé sur le retable de la Basilica dei Santi Trifone et Agostino à Rome, que le Florentin a mené puis abandonné. Pour être exact, et comme le montre encore cette étude, Atalanta Baglioni a d'abord demandé une déposition de croix. Cependant, la frontière est mince entre le fait de décrocher le Christ de son instrument de supplice et l'épisode où l'on porte son corps inerte jusqu'au tombeau.
C'est pourquoi Raffaello a substitué ce sujet et a su mieux suggérer que Michelangelo cette proximité chronologique, en évoquant simplement un troisième thème contenu entre la déposition et l'inhumation, celui de la lamentation, appelé aussi déploration. À cet alliage déjà très riche de thèmes christiques, il ajoute à droite le motif de l'évanouissement de la Vierge que l'on trouve régulièrement dans la montée au calvaire et la crucifixion. Grâce à ces simples remarques sur la tradition iconographique et à la vue de la vingtaine de dessins qui nous est parvenue, nous devinons sans mal la réflexion chaotique qui a guidé les pas de Raffaello pendant l'élaboration de la composition principale du retable Baglioni, dénommée la déposition borghese. Sa première approche consistait à partir de la façon dont Perugino avait traité l'épisode dans les années 1490. Le Christ est au sol, soutenu par les saintes femmes agenouillées. Il paraît endormi, paisible même. Cette disposition ne permet pas de mesurer toute la vérité du drame de sa mort. La solution qui se présentait était de soulever le corps, afin de faire ressentir tout son poids, ainsi que la langueur de ses membres. Raffaello eut donc recours à une autre œuvre inachevée de Michelangelo pour constituer les porteurs de gauche, le Saint Matthieu. Le premier conserva la disposition de ses jambes, tandis que le second, plus en retrait dans le groupe, devait davantage garder le souvenir du buste. Sa tête, elle, fut dans un premier temps tirée de l'expression outrancière et belliqueuse du Saint Procule ou même du David, penché en arrière, avant d'être adoucie et ses joues garnies d'une barbe bouclée. La position du Sauveur, avec sa tête en arrière également, évoque sans détour celle que lui a donnée Michelangelo dans sa célèbre Pietà. Ne reste que le personnage féminin qui, au début simple pleureuse résignée, se tourne progressivement vers la Vierge pour réagir à sa pâmoison et la soutenir dans l'inconscience. Dernier rappel d'une énième œuvre de Michelangelo, le Tondo Doni. Mais la culture visuelle de Raffaello ne se limite pas au corpus de son aîné et rivalise aisément avec l'érudition de feu son géniteur. Raffaello savait renforcer la symbolique de son œuvre par d'habiles procédés et des sources savantes. Dans la Simèse, Dieu bénit la scène afin de garantir son bien fondé et pour ne pas se méprendre de l'attitude de la Vierge. Les spectateurs de l'époque auraient en effet pu s'offusquer du fait que Marie n'ait pas l'intelligence de comprendre la nécessité de ce sacrifice. Comme les couleurs variées et l'efficacité des ombres de la scène principale, les vertus cardinalistes, toutes trois exécutées en grisaille, ont pour effet de monumentaliser l'ensemble du retable, de lui donner un aspect sculptural. Enfin, les griffons présents dans la frise décorative, entre la déposition et Dieu le Père, semblent indiquer que la commande a été initiée pour entretenir la mémoire de Griffonetto, le fils d'Atalanta Baglioni et assassin des fameuses noces pourpres de Pérouse, dont nous avons déjà parlé, qui fut lui aussi tué lors de cette nuit du 3 juillet 1500. En outre, l'artiste s'était aidé d'une gravure faite par le modèle vénéré de Giovanni Santi, qui avait illustré 30 ans avant lui le même thème. Il y reprit des éléments du groupe de gauche pour forger sa version, et ayant connaissance d'un sarcophage antique représentant le mythe de Méléagre, il reprit son corps, et fit de son Christ autant une référence à Michelangelo qu'à ce héros grec aimant une Atalante et tué par vengeance familiale. Hasard, complot ou réalité scientifique ? En vertu de toutes ces références, la déposition borghese se doit, à juste titre, d'être considérée comme le premier grand chef-d'œuvre de Raffaello, car elle s'impose comme un puissant témoignage des progrès du peintre depuis le début de son séjour à Florence. Malgré leur absence respective dans la cité, Raffaello ne perd pas de vue Leonardo da Vinci. Certains chercheurs placent même la réalisation de la Mutta à cette période. Pour ma part, j'ai trouvé plus logique de la situer tôt dans son corpus parmi les premières œuvres inspirées par la pose de la Joconde, mais je tenais tout de même à vous le signaler. En revanche, le traitement de la couleur, la maîtrise de la figure ou encore les références qu'elle invoque indiquent unanimement le commencement de la Sainte Catherine d'Alexandrie au début de l'année 1507. D'autant que les angelots présents sur cette feuille, aux côtés du visage de la sainte, pourraient être des étapes précoces pour les figures encadrant les vertus cardinalices. Ils établissent donc l'élaboration de l'œuvre au même moment que l'achèvement du retable Baglioni, ou peu après. La pose est encore une fois une évocation du Saint Matthieu de Michelangelo, mais elle résulte également de l'étude de Leonardo pour sa Leda et le cygne. De plus, l'emplacement de ses mains est tiré de la Vénus de type pudica, que l'on retrouve dans la naissance d'Aphrodite de Botticelli. Le carton qui a été conservé rend compte d'un dessin extraordinairement précis et respecté. Seuls quelques plis, notamment ceux de l'ourlet jaune, ont été modifiés. La tête est un peu plus redressée, mais est restée malgré tout contenue dans les limites qui lui étaient préalablement imparties. Raffaello parvient, avec cette œuvre, à octroyer à son sujet un formidable mouvement, caractérisé par une spirale ascendante qui renvoie au statut céleste de Catherine. Aux alentours du mois de mai 1507, Raffaello aurait reçu la commande d'un Christ au jardin des Oliviers pour Elisabetta Gonzaga, qui souhaitait l'offrir à son tour.
Cette œuvre fut exécutée, mais elle est aujourd'hui perdue. Il est donc difficile d'imaginer ce à quoi elle ressemblait, tant l'art de Raffaello a subi d'évolution. Serait-ce la synthèse de la partie supérieure de la fresque de son père, elle-même héritée de Mantegna, combinée au tableau de Perugino datant approximativement de la même période? C'est peu probable, puisque la version qu'il a par exemple réalisée pour la prédelle du retable Colonna 2 ans auparavant ne ressemble déjà pas à cette description. Au mois de septembre, Leonardo est de retour à Florence. Toutefois, la réalisation du retable Baglioni ainsi que cette commande d'Elisabetta Gonzaga attestent que Raffaello n'assiste pas à ce retour. Le 11 octobre, sa présence à Urbino est même confirmée par un document officiel. Il oscille donc entre Pérouse et Urbino. À son retour dans sa ville natale, il offrit au duc Guidobaldo la Vierge à l'Enfant et Saint-Joseph Glabre, ainsi que la Madone d'Orléans qui passa peu de temps après dans la collection de Charles de Savoie. Il semble y être encore au début de l'année 1508 lorsque l'architecte Bramante le requiert pour choisir la meilleure copie en bronze de la célèbre statue du Laocoon et ses fils, redécouverte tout récemment le 14 janvier 1506. Plusieurs sculpteurs concourent: Domenico Emmo il Varignano, Jacopo Sansovino, Zaccaria Zacchi et Alfonso Berruguete. C'est Sansovino finalement qui a été choisi par Raffaello. Le fait que Raffaello ait été appelé par le premier architecte des États pontificaux et ait joué le rôle d'arbitre pour le modèle destiné au cardinal Grimani nous renseigne beaucoup sur sa réputation de connaisseur auprès de ses contemporains et sur le prestige qui était le sien à l'aube des années 1510. Il est déjà perçu comme un grand artiste et cette estime n'est pas seulement due à son talent. Nous avons déjà évoqué sa nature sociable, sa compagnie plaisante et amicale. Or, il ne refusait jamais de fournir une aide aux artistes qui le lui demandaient. Il envoya par exemple un modèle de Sainte Famille à Domenico Alfani. En contrepartie, au dos du dessin, il demandait quelques faveurs à son destinataire. Presser le paiement d'Atalanta Baglioni pour la mise au tombeau, rapporter les vers d'un poème, se procurer de l'or pour la confection de certaines œuvres, etc. Et si je puis faire autre chose pour vous, avisez-moi. Ainsi entretenait-il avec soin un important réseau de collègues et de commanditaires, par un système d'échange de services honnêtes et cordiaux, s'attirant sans difficulté la sympathie de tous. C'est avec une concentration intense et obstinée qu'en regagnant Florence, Raffaello se replongea dans ses études de Vierge à l'Enfant. Eh oui, il nous en reste 6 à voir. D'abord chez les Niccolini à Florence, la grande Madone Cowper passa dans cette famille seulement vers 1780. Toute notre attention est captée par l'attitude de l'enfant, calme et pourtant joueuse puisqu'il tente de défaire le corsage de sa mère. À ce stade, le peintre a pleinement réussi à rendre ses figures vraisemblables, attachantes et définitivement présentes. Avec une économie de traits et une rapidité d'exécution phénoménale, il développe dans ses études une atmosphère familière, des gestes dynamiques et des physionomies tendres. La Madone Colonna, achetée par la famille Salviati puis par les Colonna, est peut-être la plus remarquable qu'il ait menée dans ces domaines. L'espièglerie de l'enfant y atteint son paroxysme. Nous le surprenons agrippé au décolleté de Marie, tout son poids basculant en arrière, les bras tendus, cherchant le sein. La Vierge le soutient et se contente de le regarder affectueusement, un sourire charmant mettant en valeur ses lèvres rubicondes. Comme vous pouvez le voir, elle continue de tenir dans une main le petit livre, motif que Raffaello utilise régulièrement depuis ses débuts à Città di Castello. La continuité de sa pensée est palpable d'une œuvre à l'autre, surtout entre la Madone Colonna et la Madone Bridgewater. Comme nous le voyons, l'artiste change quelques détails pour le personnage de la Vierge. C'est l'enfant qui est encore plus mouvementé, cette fois totalement allongé, mais le traitement de la lumière qui rapproche cette peinture de la sculpture reste le plus notable. Les formes sont saillantes, le genou de la Vierge s'avance vers nous, tout comme le bras gauche et la jambe droite de l'enfant. Il est parvenu à maîtriser les formes, les compositions et à assimiler suffisamment l'exemple de ses aînés pour parvenir à ce rendu saisissant et illusionniste. Nous nous situons vraiment à la fin de son séjour en Toscane. La Madone Tempi nous montre certainement le plus important de ce qu'il a retenu. Elle doit sa nomination à la famille qui l'a acquise, probablement depuis Raffaello, et qui ne s'en sépara qu'en 1829, après l'achat du roi Louis Ier de Bavière. De premier abord maladroite dans le visage de Marie, elle est de loin celle qui offre la vision la plus affectueuse entre les deux protagonistes, avec ce rapprochement physique très familier, joue contre joue, qui humanise ces figures divines et attendrit le dévot venu se recueillir en privé. Fort de ces expériences, tout comme il était conscient des problèmes rencontrés par Leonardo, Raffaello initia un projet autrement plus ambitieux qui exigeait l'intégration de plus de 2 ou 3 personnages. Encore une fois, il s'agit de la Vierge et de l'Enfant avec Saint Jean-Baptiste, auquel il adjoint la mère de ce dernier, la vieille Sainte Élisabeth. Le cœur de la scène repose sur l'interaction entre Jésus et son cousin. L'enfant, soutenu par sa mère et donc en hauteur, a porté un déséquilibre.
il fallait le laisser glisser le long des jambes de Marie pour résoudre le problème. Ainsi, le creux laissé entre les deux couples de mères fut subitement occupé par saint Joseph, regardant la scène avec contemplation. Formant une composition pyramidale déjà très prononcée et accentuée par une grande symétrie jusque dans le ciel, la Sainte Famille Canigiani, vue par Vasari chez les héritiers de Domenico Canigiani, évolue dans un paysage plus affirmé que dans les créations précédentes de Raffaello, raison pour lesquelles elle constitue le sommet de ses travaux à Florence. Auteur de Madones admirées de façon précoce, en possession de riches collectionneurs, il est fortement possible que Raffaello ait été sollicité par un commanditaire désireux d'acquérir sa version de Raffaello sur ce thème, que nous voyons maintenant. Conservé dans un état déplorable, qui n'exclut pas les mauvais traitements, les repeints ou les nettoyages malheureux à même doter accidentellement des couches importantes de pigments, il serait toutefois plus prudent de se fier au jugement de Berenson et de voir la Madone Esterhazy comme une œuvre inachevée, à l'image de la Madone au baldaquin, sa première commande florentine officielle dans un lieu public. Elle est surnommée au baldaquin car la Vierge à l'enfant trône sous une sorte de dais. Cette évocation au Maiesta révèle que, contrairement au retable Baglioni, la Madone au baldaquin explore des formes plus traditionnelles puisque son schéma a été développé depuis Piero della Francesca, une sainte conversation. De plus, elle conserve le souvenir de la fresque faite par son père à Cali. Les personnages s'y meuvent avec une facilité et une habileté déconcertantes. 2 anges au premier plan circulent avec aisance juste devant nous, 2 autres encore surgissent dans la partie supérieure pour soulever le rideau vert, dévoilant le groupe vénéré aux yeux des admirateurs. La variété des poses et des expressions contribue à rendre ce sujet habituellement statique irrésistiblement animé. Mais comme nous l'avons évoqué, cette palle-là, destinée à la Cappella Dei de la Chiesa Santo Spirito, n'a jamais été terminée. Le duc Guidobaldo de Montefeltre s'est éteint le 11 avril 1508. Dans sa réponse à Simone Ciarla, qui lui avait annoncé la triste nouvelle, Raffaello laisse transparaître une grande émotion. « J'ai reçu votre lettre qui m'a appris la mort de notre très illustre seigneur duc. Que Dieu ait pitié de son âme. Vraiment, on ne peut vous lire sans verser des larmes. Mais transeat, à cela il n'y a pas de remède. Il faut être patient et se plier à la volonté de Dieu. » Le duché d'Urbino passa à son neveu et successeur légitime, Francesco Maria della Rovere, devenu François-Marie Ier. Ce sera plus simple à prononcer. Or, dans cette lettre du 21 avril 1508, où il fit part de sa vive émotion, Raffaello, tout en faisant mention d'une petite Madone qu'il fit pour la femme du préfet de Rome, Giovanni della Rovere, dont nous ne conservons aucune trace, chargea son oncle de transmettre une requête à l'attention du nouveau duc. Souhaitant que ce dernier se rappelle de son bon souvenir et des nombreuses commandes qu'il réalisa pour sa famille, qui n'est autre que celle du pape, il veut se voir attribuer de sa main une lettre de recommandation pour qu'on lui confie rien de moins qu'un projet au Vatican. « Elle me serait d'une grande utilité, ajoute-t-il, dans l'intérêt que je porte à une salle où travailler dont l'attribution est le fait de sa, il abrège, S. Sous-entendu, sa sainteté le pape. » Il quitte Florence, du jour au lendemain, laissant la Madone au baldaquin et peut-être aussi la Madone Esterhazy inachevée, pour s'assurer du soutien de François-Marie Ier. S'arrêtant à Pérouse dans l'attente d'une réponse, il entama dans la Chiesa di San Severo une fresque représentant la Trinité. L'état de conservation déplorable, qui a presque effacé Dieu le Père dans la partie supérieure, ne nous empêche pas d'estimer l'interruption de la fresque juste en dessous des nuages. Elle sera complétée des années plus tard par son ancien maître car, dans les derniers mois de l'année 1508, Raffaello arrive à Rome.